Bonjour, nous avons abordé beaucoup d'aspects théoriques du Bitcoin. Il est temps à présent de parler de l'aspect pratique, à savoir la façon d'obtenir une adresse, d'obtenir un crédit Bitcoin, de stocker ou de dépenser. Commençons par parler des adresses Bitcoin, à savoir par le principe d'utiliser la clé publique ou un dérivé de la clé publique comme un identifiant. Dans l'univers Bitcoin, la clé publique ou un dérivé de la clé publique est utilisé comme adresse. C'est une forme d'identité. En effet, émettre une signature en rapport avec une clé publique suppose implicitement que l'on détient la clé privée associée. C'est donc une façon de s'authentifier. Et la clé publique ou adresse est donc une forme d'identifiant, bien qu'il n'y ait pas de rattachement à une identité du monde réel. Ce système d'identité est totalement décentralisé, ce qui permet à tout le monde, et sans aucune discrimination, de se créer une adresse. En pratique, l'adresse Bitcoin est une valeur dérivée de la clé privée et encodée en base 58, ce qui facilite la détection d'erreurs de saisie. Également, la plupart des logiciels Bitcoin vont encoder l'adresse sous forme d'un QR code, ce qui évite la saisie d'une adresse et des erreurs potentielles. Toujours concernant les adresses, je souhaite aborder un type particulier d'adresse qu'on appelle Vanity Address. Certains individus, marchands ou organismes aiment l'idée de disposer d'une adresse qui commence par des lettres ayant un sens proche de leur nom. Par exemple, un certain blogueur Nail aime que son adresse publique ressemble à un Nail et plein d'encodage. L'obtention d'une telle adresse, Vanity Address, est en soi un puzzle. Et pour le résoudre, on peut utiliser des logiciels desktop ou des services en ligne. Cette seconde option n'est pas forcément recommandée, car ces services ont eu accès à votre clé privée. Il y a donc un risque qu'une partie tierce puisse contrôler votre Bitcoin. À présent, nous allons aborder l'aspect le plus concret du Bitcoin, à savoir la façon de les stocker et de les dépenser. Pour dépenser, utiliser une unité de compte Bitcoin, il faut disposer d'informations UTXO, des transactions output, ainsi que de la clé privée. Du coup, comme le registre des UTXO est complètement public et téléchargeable à souhait, le principal aspect à gérer est donc celui de la clé privée. Il s'agit donc d'une problématique de gestion de clés avec ses difficultés, disponibilité, sécurité, expérience utilisateur. Du coup, le portefeuille Bitcoin, contrairement à ce que son nom impliquerait, ne stocke pas les Bitcoins. Ceux-ci sont stockés directement sur le réseau et dans les full nodes. Le portefeuille Bitcoin est donc davantage un gestionnaire d'identité qu'un gestionnaire de cache numérique. À noter que le rôle du portefeuille Bitcoin ne s'arrête pas strictement à stocker les clés privées. Il s'agit également de proposer une interface graphique à un utilisateur pour une éventuelle émission de transactions et de dépenses Bitcoin. Et également, il s'agit de consulter un solde en Bitcoin. Une notion importante à connaître sur la gestion des clés privées et l'organisation des clés en hiérarchie dite déterministe. On parle de HD Wallet comme Hierarchical Determinist Wallet. Le principe, c'est qu'à partir d'une clé appelée seed ou clé maître, on peut générer autant de clés privées ou de clés publiques. Il y a deux seeds, il y a une seed privée et une seed publique. Ainsi, nous pouvons générer de manière indépendante et incrémentale des clés privées ou publiques. Les avantages sont très nombreux. Tout d'abord, il est possible de disposer d'autant d'identités externes que souhaité, tout en ayant besoin de sauvegarder une seule clé, la clé maître. Pour les e-commerçants, par exemple, il n'y a plus besoin d'exposer les clés privées sur les serveurs en ligne, car les adresses spécifiques à chaque panier sont générées à partir de la seed publique, qui, elle, peut être exposée. Quelques limitations techniques, qui sont pour moi plutôt théoriques, c'est qu'on peut générer que 2 puissance 160 adresses, ce qui est largement suffisant. Un autre aspect pratique dans la gestion de clés privées, c'est le mnemonic code. Le principe, c'est qu'à partir d'une séquence de mots aléatoires, 12 à 24 mots, suivant les implémentations, on peut générer une clé privée. L'intérêt est de faciliter la procédure de sauvegarde ou de restauration d'un wallet. À présent, je veux aborder les typologies de portefeuille Bitcoin que l'on peut retrouver.
Le premier, assez classique, est un portefeuille en ligne. C'est le plus aisé d'utilisation. C'est un service qu'on utilise en ligne via un login. Je ne le recommande pas forcément pour des raisons qui seront détaillées juste après. La seconde catégorie est le portefeuille logiciel. Il s'agit d'un logiciel desktop ou mobile qui est capable d'émettre des transactions, de calculer un solde utilisateur et qu'il est nécessaire de backuper. Il y a également des portefeuilles qu'on appelle matériels. Il s'agit d'un dispositif matériel permettant une sécurisation avancée, mais malheureusement parfois au détriment d'une utilisation plus difficile. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les portefeuilles offline, ou parfois le cold wallet. C'est un dispositif totalement offline, pas forcément pratique d'utilisation, mais qui offre une sécurité ultime. Le portefeuille en ligne permet de mettre en œuvre toute la puissance et la sécurité du cloud computing pour la gestion des bitcoins et des clés privées. Les avantages sont assez directs. Tout d'abord, une simplicité d'utilisation, puisque le portefeuille devient accessible de façon classique via un login et un mot de passe. Il n'y a plus de complexité liée à la gestion de clés privées, ni de responsabilité quant à sa protection et sauvegarde. Également, si l'on perd son mot de passe, on peut le réinitialiser de façon classique. Alors que dans l'univers Bitcoin, si on perd sa clé privée, on ne sait plus accéder au Bitcoin. Par contre, le portefeuille en ligne est une forme de tiers de confiance, à qui on confie ses clés privées. Ainsi, tout dysfonctionnement de cet acteur implique le vol ou la perte de vos Bitcoins. Et c'est ce qui a été vécu d'ailleurs par de nombreuses personnes lors de piratages de divers acteurs du secteur. C'est pour cela qu'en général, les experts ne recommandent pas ce type de portefeuille, sauf bien entendu pour de petits montants ou des cas particuliers où une sécurisation spécifique a été mise en place. Pour parler de portefeuille en ligne, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Azerwal de la société BeSafe qui édite une solution de portefeuille en ligne assez originale puisqu'il s'agit d'un portefeuille en ligne qui rémunère ses utilisateurs. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous parler de BeSafe et puis du service que ça offre et tout d'abord, d'un point de vue utilisateur, comment le service est utilisé et quelle est leur vision de ce service? Bien sûr. Alors, BeSafe, c'est parti d'un constat simple. C'est que le Bitcoin, c'est différentes appellations possibles, digital currency, blockchain asset, digital asset, peu importe l'acronyme, mais disons que le Bitcoin, aujourd'hui, donc, c'est considéré comme de l'argent. Il y a, on va dire, une grande majorité de l'écosystème qui considère le Bitcoin comme une monnaie, pour la simple et bonne raison qu'on peut acheter des choses avec, etc. Donc on est parti du constat simple qu'en tant que monnaie, le Bitcoin et l'écosystème Bitcoin devaient se doter de services financiers autour de cette monnaie. Et le premier service financier qui nous est venu à l'esprit, c'est bien évidemment le saving account, ou en français le compte épargne. Voilà, le compte épargne. Et c'est vrai que dans l'intérêt du Bitcoin en particulier, l'intérêt d'un compte épargne fait sens, dans la mesure où le Bitcoin, c'est une monnaie que l'on utilise peu au quotidien, donc qui a plutôt une nature on va dire de savings, et par conséquent, toucher des intérêts sur une monnaie déflationniste a effectivement beaucoup d'atouts à long terme. Donc, on a créé BeSafe qui permet de payer nos souscripteurs des intérêts sur une base journalière. Excellent. Donc du coup, c'est une sorte de wallet et le fait de garder son argent dedans nous offre une rémunération journalière. Quel niveau de rémunération peut-on attendre de BeSafe? On est sur des niveaux de rémunération qui sont bien supérieurs au livret A, à titre de comparaison. C'est vrai qu'on vit dans un environnement économique ou macroéconomique où les taux d'intérêt sont négatifs en Europe, ce qui pousse les taux de savings très très bas. Donc, par exemple, le livret A, il y a 5-6 ans, était à 3-4%. Aujourd'hui, on est à 0,5%. Donc, l'intérêt
de mettre son argent dans un livret A aujourd'hui est assez limitée. À la différence d'un compte savings chez BeSave sur du Bitcoin, où on est capable de générer du 2,55% annuel pour le moment, où les intérêts sont payés chaque jour. Excellent. Donc on a bien compris, c'est extrêmement simple. On place son argent dans le wallet BeSave et on est automatiquement rémunéré. Mais donc si d'un point de vue utilisateur, ça paraît très simple, en back-office, qu'est-ce qui se passe? Comment vous arrivez à réaliser un tel exploit? Et est-il vraiment garanti? Est-ce qu'il y a des risques de perdre son argent? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des différences notables entre un compte épargne classique et un compte épargne Bitcoin. Dans un compte épargne classique, donc l'argent est placé dans un livret A et la banque utilise cet argent pour acheter ce qu'on appelle des bonds, donc des obligations, en règle générale à court terme, qui permettent de générer des intérêts et qui sont reversés une fois par an à l'utilisateur. Ça, c'est dans le cadre classique du livret A. Pour notre part, on utilise le système de ce qu'on appelle le margin lending. Alors, qu'est-ce que le margin lending? Le margin lending, c'est qu'on va prêter les bitcoins de nos utilisateurs à des margin traders qui, en l'échange de cet emprunt pour pouvoir leverager leur position, vont payer un taux d'intérêt aux prêteurs. Alors, ça peut sembler compliqué comme ça l'est. Ça l'est un petit peu, du moins pour des personnes non initiées, on va dire, d'un point de vue financier. Et c'est pour ça qu'on a créé BeSave. BeSave est extrêmement simple d'utilisation. On dépose son argent et à la fin des 24 heures, on touche ses intérêts. Donc, quelque part, on a coupé l'apprentissage financier et on voulait vraiment proposer un produit simple d'utilisation. Maintenant, en termes de risque, quand on fait un prêt à quelqu'un, il y a différents types de risques. Il y a le risque de défaut et le risque de contrepartie. Ce sont les deux principaux, et évidemment les risques systémiques qui peuvent également arriver. Dans le cadre du margin lending, le risque de défaut est quasi nul. Pour la simple et bonne raison qu'un trader, quand il va emprunter ses bitcoins pour rentrer dans une position, il va y avoir un prix à partir duquel sa position va être automatiquement liquidée et l'argent retourné au prêteur. Donc ce système, entre guillemets, algorithmique, permet que le prêteur soit tout le temps remboursé, peu importe la volatilité du marché. Donc, ça a un certain intérêt et c'est pour ça qu'on appelle ça un savings account, dans la mesure où le défaut sur le prêt qui est effectué est proche de zéro. Maintenant, il y a d'autres risques. Et évidemment, on ne peut pas considérer qu'il n'y en a aucun, pour la simple et bonne raison que le Bitcoin est un produit risqué. On ne peut jamais assez le dire, c'est une technologie jeune, c'est un écosystème nouveau qui est en phase de maturation et par conséquent, beaucoup de risques inhérents au Bitcoin subsistent malgré tout, comme le risque de contrepartie. Dans le cadre d'un hacking, dans le cadre d'une fermeture de site, dans le cadre de ce genre de risque potentiel. Alors on parle bien de hacking des plateformes partenaires de margin lending. Exactement. Donc pour l'audience, il y a effectivement eu un événement au début le mois dernier, oui. Début du mois dernier. Le hacking de la plateforme Bitfinex de 70 millions de dollars. C'est le deuxième plus gros hacking dans le Bitcoin depuis l'existence du Bitcoin. Donc c'était vraiment un événement majeur, inattendu, systémique, pour la simple et bonne raison que Bitfinex était et est toujours, d'une quelque façon, la plateforme avec le plus de liquidité dans la monnaie du dollar. Ça veut dire que c'était là-bas où se tradait le plus grand nombre de bitcoins sur une base journalière. Donc c'était la plateforme numéro 1 dans le dollar.
Et à ce niveau-là, c'était une plateforme qui avait la confiance des utilisateurs, dans la mesure où c'est une plateforme qui n'a cessé de s'améliorer dans le temps, qui n'a pas subi de problèmes majeurs, si ce n'est des problèmes, entre guillemets, que peut rencontrer n'importe quel site ou exchange de trading. Et effectivement, cet événement que l'on a connu le mois dernier a un peu chamboulé l'écosystème. Et voilà. Je pourrais continuer. Je pourrais continuer à. Longuement. On pourrait commenter longuement. Mais le point très important que j'aimerais souligner à ce niveau-là, c'est que il y a 3 ans de ça, un événement similaire a eu lieu sur la plateforme MTGOX. Cette plateforme-là a donc fermé ses portes. Les clients ont perdu tout leur argent. Et il y a toujours des procès en cours. L'événement que l'on a connu la semaine dernière s'est beaucoup mieux déroulé dans la mesure où, certes, il y a eu une perte client, mais le haircut est aujourd'hui limité à 17%. Donc, au vu de l'événement systémique qu'il y a eu lieu de la perte de 70 millions de dollars, un haircut de 17% est un moindre mal, à mon sens, du moins. Oui, enfin, faut rappeler le haircut, c'est que la plupart des utilisateurs ont été remboursés avec un certain cut de 17%. Exactement. Pour être très précis, c'était un cut de 36% plus une somme en token, de BFX token, qui aujourd'hui trade à 0,55. Donc, en faisant le calcul rapide, on arrive aujourd'hui à 17% de haircut. La plateforme est repartie en ligne une semaine après et elle a remboursé une première tranche de 1,18% la semaine dernière à tous les détenteurs de BFX token. Donc, on est clairement, malgré la similarité, on va dire, et la gravité de ces événements-là, on est aujourd'hui en mesure de trouver des solutions pour pouvoir dédommager les users, etc. Et ça, malgré tout, c'est un bon signe pour l'écosystème et l'économie Bitcoin, à mon sens. Très bien. En tout cas, on aura bien retenu que BeSave est un service extrêmement simple, avec des garanties qui ne sont pas à 100%, mais qui restent très fortes, au-delà d'événements exceptionnels, comme tu as pu le commenter sur le hack de Bitfinex. Et ben, en tous les cas, merci beaucoup, Jonathan. À très bientôt et nous ne manquerons pas de suivre ton actualité. Merci, Vidal. Au revoir. La seconde typologie de portefeuille, qui est assez répandue, est celle dite portefeuille logiciel, ou software wallet en anglais. Il s'agit de logiciels pour PC ou pour mobile qui ont l'avantage d'être assez faciles d'utilisation. Cependant, pour des utilisateurs moyens, il y a un risque de piratage par des virus ou un risque de perte de données. C'est pour cela que l'usage de portefeuilles logiciels nécessite à minima une politique de sauvegarde et que leur usage n'est recommandé que pour des montants assez moyens. Une autre catégorie de portefeuille est celle dite portefeuille matériel. Il s'agit d'un dispositif hardware spécialisé dans la gestion des clés privées. Ce hardware pourra être la plupart du temps offline et utilisé occasionnellement pour la signature de transactions via un logiciel compagnon. Le portefeuille matériel offre une sécurité optimale, car il s'agit d'un matériel dédié et donc très difficilement piratable. Bien qu'il s'agisse de matériel, il reste possible de restaurer sa clé privée sur un autre matériel en cas de dommage ou de perte de l'équipement initial. Une restauration sur un portefeuille logiciel est également envisageable. Pour le portefeuille matériel, par contre, l'expérience utilisateur peut s'avérer plus complexe que certains portefeuilles logiciels. Je vous recommande vivement ce type de dispositif, surtout si les montants à sécuriser sont significatifs à vos yeux. En illustration, vous pouvez voir le dispositif Ledger Nano de la société française Ledger qui nous a accordé une interview sur ce sujet. Bonjour Manuel, merci de nous recevoir ici aujourd'hui à Paris, dans la maison du Bitcoin, pour nous parler de portefeuille matériel ou hardware wallet. À présent, peut-on parler de la problématique qu'adresse le hardware wallet? Peux-tu nous rappeler l'importance de gérer soi-même
ses clés privées, son identité Bitcoin? Bien sûr. C'est quelque chose qui d'ailleurs l'actualité nous montre l'importance de pouvoir gérer soi-même son identité numérique et le stockage de ses propres bitcoins. Alors, qu'est-ce que c'est stocker des bitcoins? Pour stocker des bitcoins, il faut une application, il faut un portefeuille. Ce portefeuille, il existe sous la forme de myriades d'applications. Je peux avoir une application installée sur mon téléphone, je peux avoir une application installée sur mon ordinateur, je peux faire confiance à un service en ligne pour stocker mes bitcoins, et enfin, je peux utiliser un portefeuille matériel. Nous pensons qu'on obtient une sécurité optimale pour la conservation de ces bitcoins, pour la conservation de ces clés privées, uniquement en utilisant un portefeuille matériel. Parce qu'on s'abstrait de toute notion de virus qui peut être installé sur un ordinateur. On n'a pas besoin de faire confiance à une plateforme centralisée qui peut être hackée, qui peut connaître plein de problèmes de sécurité, comme ont eu lieu encore il y a quelques jours. Et de cette façon-là, le hardware wallet est vraiment la meilleure sécurité, nous pensons, pour pouvoir stocker ces bitcoins. Très bien. Et dans ce contexte où il existe déjà de nombreuses offres de portefeuille matériel, quelle est la spécificité de Ledger? Qu'est-ce que Ledger apporte au marché? Ledger apporte vraiment une fonctionnalité qu'aucun de nos concurrents ne présente. C'est le fait de pouvoir stocker les clés privées des portefeuilles sur des cartes à puce. Vraiment des cartes à puce, la même carte à puce qu'on trouve sur une carte bleue et qui est en fait une puce sécurisée, extrêmement difficile à ouvrir, quasiment impossible à lire l'intérieur de cette puce, qui agit comme un ordinateur distant auquel se connectera par exemple un ordinateur classique et qui permet donc de conserver ces clés dans les meilleures conditions de sécurité. Aucun de nos concurrents à l'heure actuelle ne propose ce genre d'offre. Ils vont proposer de stocker les clés privées sur des puces classiques et absolument pas sur de la carte à puce. Très bien. À présent, j'aimerais qu'on focus sur le Ledger Wallet. Et la première question que j'aurais, c'est est-ce que le mot wallet définit bien ce qu'est l'offre de portefeuille? Parce qu'après tout, on gère plutôt une identité que de l'argent, comme dans un portefeuille. C'est exactement ça, effectivement. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'un de nos produits porte le nom de Personal Identity Device, c'est-à-dire un device pour gérer son identité numérique personnelle. Et c'est ça qui est fondamental, parce que au départ, effectivement, la première interrogation, la première problématique qu'on a cherché à résoudre avec nos produits, c'est comment permettre à un utilisateur de conserver ses bitcoins à l'abri en toute sécurité. Mais on s'est aperçu qu'un portefeuille matériel, qu'est-ce que c'est au final? C'est un device qui permet de stocker des clés privées. Or, une clé privée, ça a des applications qui sont bien au-delà que de juste le stockage de bitcoin par exemple, ou d'autres crypto-monnaies. Une clé privée, c'est quelque chose qui va par exemple permettre à un informaticien de se connecter en SSH à une machine distante. C'est quelque chose qui va me permettre de me connecter via une technologie qui s'appelle FIDO sur mon compte Google, en toute sécurité, avec vraiment la sécurité la plus aboutie qui est à travers le mécanisme de clé privée, qui permet de garantir que personne ne va regarder, personne ne va copier mes identifiants. Au-delà de ça, il y a tout un tas d'applications qui vont pouvoir gérer mon identité numérique à partir de mes clés privées, qui sont en train d'apparaître à l'heure actuelle et qui n'ont pas forcément à voir avec les crypto-monnaies ou avec le Bitcoin. Merci pour cet éclairage. On voit bien que la notion de portefeuille matériel porte mal son nom parce qu'il s'agit effectivement de stocker l'identité. Et que l'identité Bitcoin n'est pas faite que pour gérer l'identité Bitcoin, mais également d'autres catégories d'identité. À présent, j'aimerais qu'on revienne sur la technologie du Ledger Wallet. Tu as mentionné la carte à puce qui, je le rappelle, a 20 ans de recherche et développement derrière elle. Peux-tu nous dire comment vous utilisez la carte à puce et s'il y a d'autres technologies sur lesquelles est basé votre matériel? Alors, la façon dont le Ledger Wallet est utilisé au quotidien est la suivante. Un utilisateur, il va prendre un navigateur Google et il va installer une interface dessus. Cette interface, ça va être véritablement, là, du coup, son portefeuille numérique. Sur ce portefeuille, l'utilisateur pourra faire des transactions, recevoir des bitcoins, envoyer des bitcoins. Et lorsque on aura besoin d'effectuer
une opération de sécurité, telle que justement l'envoi d'une transaction Bitcoin, c'est là qu'on aura besoin d'interagir avec la clé. Et donc l'application qui tournera sur le PC, elle va demander à la clé de réaliser une signature électronique. Cette signature, elle est réalisée à l'intérieur de la clé et revient au portefeuille déjà signé. De cette façon-là, tous les aspects véritablement sécurisés ont lieu à l'intérieur de la clé et non pas sur mon PC. Donc même si j'avais un PC qui avait du malware, toutes sortes de problèmes de sécurité, j'aurais pas de problème puisque le véritable aspect sécurisé reste sur ma clé Ledger. Encore merci pour ces éclairages. On comprend bien pourquoi un portefeuille matériel est bien plus sécurisé qu'un wallet logiciel installé sur un PC. Absolument. Et du coup, quel niveau de sécurité peut-on attendre du Ledger Wallet? À quelles normes techniques peut-il prétendre? Eh bien, le Ledger Wallet utilise des cartes à puce qui sont certifiées EAL5+, qui sont fabriquées par la société ST Electronics. EAL5+, en fait, c'est le niveau de certification militaire. Donc, c'est des puces qui sont certifiées pour un usage dans les applications militaires. Donc, c'est le niveau de sécurité le plus élevé qu'on peut en attendre. De même, nous avons des processus en interne permettant le développement de la façon la plus sécurisée possible dans des environnements extrêmement sains et extrêmement sécurisés. Un autre aspect du Ledger Wallet est que le code est 100% open source et que les plans également sont en open hardware. Peux-tu nous confirmer que tout est complètement open source et également peux-tu nous dire en quoi cela renforce la sécurité? Absolument. En tant que personne qui travaille dans la sécurité depuis quelques années déjà, le logiciel libre, l'open source, est véritablement un plus pour tout un tas d'applications et tout un tas de projets, notamment dans le domaine de la sécurité. Le fait d'avoir un projet en open source montre à quel point la transparence est importante. Et dans le monde du Bitcoin, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne vais pas pouvoir acheter un produit si je ne suis pas certain qu'il va se comporter de la façon que j'attends, s'il n'y a pas une backdoor, etc. Alors effectivement, nos logiciels sont open source. À la fois, les applications qui vont tourner sur les ordinateurs pour interagir avec la carte à puce sont 100% open source. Tout ce que nous faisons tourner sur nos produits est également open source à 95% environ. Il y a effectivement une petite couche de logiciel qui n'est pas open source, qui est fermée. C'est la couche de logiciel la plus basse qui nous permet d'interagir avec la carte à puce elle-même. Alors, malheureusement, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas changer puisque nous sommes sous NDA avec le fabricant des puces et qui nous oblige donc à ne pas révéler les 5% de code qui restent. Malgré tout, même pour ces 5%, nous avons quand même publié des séries de tests que les gens peuvent lancer qui permettent de vérifier que même ce code qui est fermé se comporte comme il doit se comporter. Donc on essaie d'être le plus transparent possible, le plus ouvert possible, en respectant au maximum la philosophie open source. Merci encore pour ces éclairages. À présent, j'aimerais qu'on parle de l'aspect pratique pour les utilisateurs du Ledger Wallet. Comment s'utilise-t-il? Sur quel système d'exploitation fonctionne-t-il? Fonctionne-t-il sur un mobile? Que se passe-t-il si je casse ou je perds mon Ledger Wallet? Éventuellement, si tu as le temps, merci de nous faire une démo. Bien sûr, avec plaisir. Alors, tout simplement, nous avons essayé de faire en sorte, encore une fois, que ce soit à la fois ultra sécurisé, que les utilisateurs puissent vraiment prétendre avoir une sécurité maximale pour leurs avoirs, et extrêmement simple à utiliser. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, au lieu de devoir installer une application spécifique par système d'exploitation, ou par machine, etc., on a juste fait des extensions sur Google Chrome. Ce qui signifie que nos produits sont compatibles avec n'importe quelle machine, que ce soit un Windows, un Mac, un Linux ou d'autres machines. À partir du moment où il y a le navigateur Google Chrome installé, les gens vont pouvoir utiliser nos produits Ledger Wallet sur leur système. Alors, pratiquement, c'est assez simple. Il suffit d'installer l'application qui va bien sur le navigateur Google Chrome, de brancher le Ledger Wallet sur le port USB de sa machine. Immédiatement, on va demander le code PIN de l'utilisateur pour assurer, bien entendu, encore une fois, la sécurité de l'accès à son portefeuille. Et une fois que le code PIN est tapé, l'utilisateur va pouvoir voir le contenu de son portefeuille. Ensuite, bien entendu, les gens vont pouvoir aussi l'utiliser sur téléphone mobile. Alors malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, uniquement sur téléphone Android. Malheureusement, Apple ne permet pas l'utilisation de ces téléphones pour pouvoir se connecter, notamment via l'USB.
Mais aujourd'hui, effectivement, je peux d'ores et déjà utiliser certains portefeuilles sur Android pour pouvoir y connecter mon Ledger Wallet et avoir le même niveau de sécurité que lorsque je me connecte sur mon ordinateur. Enfin, dernière partie, qu'est-ce qui se passe si jamais je perds ou que je casse mon Ledger Wallet? Alors, entre parenthèses, c'est quelque chose qui est relativement difficile puisque nous, on a déjà fait des tests où notamment on a plongé le Ledger Wallet dans de l'eau, on l'a plongé dans du café très chaud, on a même fait rouler une voiture dessus. Et on n'a eu aucun problème, on a toujours récupéré le portefeuille en toute sécurité. Malgré tout, ça peut arriver qu'il soit perdu, ça peut arriver qu'il soit détruit par un quelconque moyen. Eh bien, dans ce cas-là, tous nos produits sont livrés avec un moyen d'effectuer une sauvegarde. Et cette sauvegarde, elle est très simple à effectuer. En fait, c'est une liste de 24 mots qui est générée lors de l'initialisation du portefeuille. Et cette liste, elle permet à n'importe quel utilisateur de récupérer le contenu intégral du portefeuille si jamais il était perdu ou volé, par exemple. Nous pensons qu'avec ce système de sauvegarde, avec la solidité du produit, c'est quasiment impossible pour un utilisateur de perdre l'accès à son portefeuille. Nous voilà à présent rassurés sur le Ledger Wallet. Et du coup, j'aimerais parler du marché et des utilisateurs. Tout d'abord, les utilisateurs Bitcoin. À partir de quel montant est-il pertinent d'utiliser un portefeuille matériel? Dans la mesure où un portefeuille matériel a bien entendu un coût, c'est un produit qui est vendu, je dirais que pour un utilisateur qui a quelques dizaines d'euros, ce n'est pas forcément pertinent d'utiliser un portefeuille matériel. Je dirais qu'au-delà de quelques centaines d'euros de valeur équivalent Bitcoin, ça peut vraiment commencer à valoir le coup d'investir dans un portefeuille matériel. Je connais des gens qui ont cherché à aller très très loin pour la protection de leurs avoirs, qui utilisent des ordinateurs portables qui ne sont utilisés que pour le fait de garder le contrôle sur un portefeuille Bitcoin et qui donc vous avez quelque chose, vous immobilisez une machine complète à plusieurs centaines d'euros rien que pour pouvoir conserver vos Bitcoins. Nous pensons qu'une petite puce de ce format-là peut agréablement remplir ce rôle-là en toute sécurité, voire même avec une sécurité supérieure. Donc ça, c'est ce qui concerne les utilisateurs Bitcoin. Au-delà de ça, nous avons bien entendu commencé à nous intéresser à d'autres crypto-monnaies, et notamment l'Ethereum. Ce qui fait que Ledger est la première entreprise au monde à aujourd'hui proposer un portefeuille matériel permettant de gérer un portefeuille Ethereum. Excellente nouvelle. Et pour le marché des entreprises, est-ce que le Ledger Wallet a des applications? Absolument. Nous avons commencé à discuter avec pas mal d'entreprises dans le monde corporate et il y a vraiment beaucoup de besoins auxquels le Ledger Wallet pourrait répondre. Enfin, la gamme de produits Ledger pourrait répondre. Notamment, dans le monde de l'entreprise et dans le monde corporate, les produits Ledger peuvent également répondre pas mal à beaucoup de besoins. Donc, par exemple, un exemple fréquent, c'est m'authentifier sur un système. Je peux utiliser un login et un mot de passe, mais c'est quelque chose qui est relativement peu sécurisé. Ça se perd, ça se partage, etc. Dans le monde de l'entreprise, on a besoin souvent de beaucoup de sécurité. Donc nous aujourd'hui, on pourrait proposer immédiatement à ces entreprises d'authentifier leurs utilisateurs sur leur système en utilisant des mécanismes de signature cryptographique via des clés privées. Et quel moyen serait le meilleur que de stocker directement ces clés privées sur un Ledger Wallet? L'utilisateur arriverait devant son poste, insérerait son portefeuille, taperait son code PIN et aurait accès à son système. Ça, je ne vous raconte pas de choses qui seraient potentiellement faisables, c'est des choses que nous avons déjà faites. On a déjà fait des proof of concept sur ce genre de système. Au-delà de ça, il y a des applications directement industrielles sur lesquelles nos produits pourraient être utiles. Par exemple, en imaginant des capteurs à l'intérieur de mécanismes industriels qui auraient besoin de sécurisation et de validation électronique du contenu. Et donc je pourrais avoir des données qui sont fournies par des capteurs qui seraient signées cryptographiquement et dont on pourrait s'assurer de la validité. Il y a énormément de domaines dans lesquels ce genre de mécanisme serait absolument utile. Encore merci pour cet éclairage. On voit bien que le portefeuille matériel et la technologie Ledger Wallet a des applications dans l'entreprise, voire même pour l'Internet des objets. Absolument. Notre interview approche malheureusement de sa fin. J'aimerais donc que tu nous parles de l'avenir des technologies de portefeuille matériel et quoi attendre de l'offre Ledger dans les 24 prochains mois. Donc bien entendu, nous allons continuer à développer notre offre.
nous travaillons sur des nouveaux produits. Alors, le prochain produit que nous allons lancer, ça va être quelque chose qui a déjà un nom, qui s'appelle le Ledger Blue, qui va ressembler à un petit smartphone et qui va offrir de bien nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités beaucoup plus avancées que ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle et que ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Notamment le Ledger Blue, il aura donc un écran tactile, ce qui permettra aux utilisateurs d'avoir une approche encore plus simple pour interagir avec leur portefeuille. Il aura également des connexions en Bluetooth et en NFC, ce qui à terme nous permettrait par exemple de pouvoir directement payer chez un marchand. Sur un TPE, on pourrait très bien interagir assez simplement avec un Ledger Blue pour effectuer un paiement directement chez un marchand. Donc, clairement, nous c'est vers ça qu'on veut tendre, permettre aux utilisateurs de garder le même niveau de sécurité que nous proposons déjà à l'heure actuelle, tout en simplifiant les processus d'utilisation des produits. Donc ça c'est une première approche. La deuxième approche, c'est de partir effectivement, comme je le disais précédemment, sur le monde de l'entreprise, sur le fait de pouvoir faire des puces intégrées à des produits industriels, vraiment embedded à l'intérieur d'une puce existante, etc. Et de pouvoir collaborer sur des projets de plus en plus volumineux avec des industriels. C'est vers ça qu'on souhaite tendre à l'avenir, évidemment. Très bien. Quel avenir prometteur. Je suis pressé de manipuler le Ledger Blue. Encore merci Manuel pour tous tes éclairages et je te dis à très bientôt. Avec plaisir Vidal, à bientôt. Enfin, il y a la notion de portefeuille offline, parfois appelé cold wallet. Il s'agit d'un stockage totalement offline des clés privées. Ce type de stockage a vocation à apporter la solution la plus sécurisée pour la gestion des clés privées. En pratique, le stockage offline peut prendre plusieurs formes en fonction du niveau de sécurité attendu et de la protection que l'on veut donner à ce dispositif. Je donnerai pour exemple un paper wallet, qui est une façon d'imprimer sur un papier sa clé privée, éventuellement en l'encodant avec un mot de passe, afin d'éviter qu'une personne ayant pu voir ou photographier votre papier puisse accéder facilement à vos bitcoins. Suivant les montants en jeu, il faudra envisager une sécurité physique pour ce paper wallet et par exemple le placer dans un coffre-fort et pourquoi pas celui d'une banque. À présent, nous allons parler d'un autre aspect encore plus concret du Bitcoin qui est celui de l'acquisition d'un crédit Bitcoin. Pour acquérir un Bitcoin, la solution la plus répandue est de passer par une place de marché que l'on appelle généralement Exchange Bitcoin. Il s'agit d'une place de marché en ligne qui met en relation des individus qui veulent acheter des bitcoins et d'autres qui souhaitent en vendre. En pratique, pour un acheteur, il faudra déposer un montant en euros ou dans toute autre devise locale, puis passer un ordre d'achat et ensuite récupérer un crédit bitcoin. Un des risques des places de marché est qu'ils sont souvent utilisés implicitement par les utilisateurs comme un portefeuille en ligne. Car une fois le crédit bitcoin acquis, il est parfois laissé dans le compte de l'exchange en attendant par exemple une revente dans le cadre d'une opération de spéculation. Ainsi, les exchanges étant souvent la cible d'attaque, le crédit Bitcoin de ses utilisateurs est en risque. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé, après un achat de Bitcoin dans un exchange, de les retirer sur un portefeuille matériel par exemple. Un aspect intéressant de la place de marché qui suscite beaucoup de questions est le cours du Bitcoin, c'est-à-dire le prix qui est fixé localement dans chaque place de marché pour une unité de compte Bitcoin. En fait, le prix est déterminé par un équilibre entre les ordres d'achat et les ordres de vente, c'est-à-dire la classique loi de l'offre et de la demande. Pour nous éclairer sur le fonctionnement d'un exchange Bitcoin, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Noisat de l'exchange français Paymium. Bonjour Pierre. Bonjour Vidal. Dans un premier temps, est-ce que tu peux me parler du fonctionnement du service Paymium de place de marché Bitcoin d'un point de vue utilisateur? Oui, alors du point de vue utilisateur, c'est assez simple. En gros, on permet à des utilisateurs soit d'acheter, soit de vendre des bitcoins. Donc la démarche, évidemment, pour beaucoup aujourd'hui qui sont en phase de découverte, c'est d'en acheter. Donc pour en acheter, c'est très simple. On fait un virement bancaire avec des euros et on achète ces bitcoins avec des euros sur notre place de marché. C'est-à-dire qu'on place
ce qu'on appelle un ordre d'achat. On dit je veux acheter tant de bitcoin à tel prix et à ce moment-là l'ordre est exécuté sur la place de marché et vous vous retrouvez sur votre compte Premium avec des bitcoins. Votre compte en euros évidemment a diminué et votre compte en bitcoin a été alimenté par ce que vous avez acheté. Donc ça c'est l'étape je dirais d'achat. Après pour les revendre parce que voilà vous avez investi, vous voulez récupérer des euros, vous pouvez faire la démarche inverse qui consiste à vendre les bitcoins ou vous placez un ordre de vente et vous vous retrouvez avec des euros sur votre compte Premium et à ce moment-là vous pouvez de la même façon faire la démarche de les retirer, faire un retrait de votre compte Premium vers un autre compte bancaire euro. Alors, quelques questions pratiques. Pourquoi déjà, dans un premier temps, on nous demande parfois de fournir des justificatifs d'identité? Alors ça tient à la réglementation européenne, mais pas seulement. C'est à peu près général dans le monde. Quand vous passez par le système bancaire, c'est-à-dire que vous collectez, vous recevez des euros d'un client, vous devez donc effectuer ce qu'on appelle en anglais des due diligence, customer due diligence, en français la connaissance du client. Vous devez connaître votre client, puisque l'État, les autorités fiscales en particulier, s'intéressent à l'origine des fonds et donc ne veulent pas que des fonds arrivent de manière anonyme dans un établissement de paiement et puissent faire l'objet de blanchiment. Donc ce sont des procédures anti-blanchiment, je dirais, et puis dans un deuxième temps anti-fraude, parce qu'effectivement du fait que les gens s'identifient, ça évite aussi qu'on ait des surprises, parce que les virements, on peut observer des fraudes avec les virements et les cartes bancaires, donc c'est important d'avoir une connaissance du client minimale. Alors, évidemment, on essaye, nous, de faire que ce soit le plus indolore possible pour le client, et le régulateur a tendance à demander, évidemment, pas mal de choses. Je dirais que nous, aujourd'hui, on opère dans un compromis qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on a... En gros, si vous dépassez un certain montant, on va vous demander une pièce d'identité et un justificatif de domicile, ce qui n'est pas énorme. Et à ce moment-là, vous serez plus, embêté. Il n'y aura pas d'autres formalités à accomplir. Donc ça se passe tout simplement en uploadant ces documents sur le site. En quelques clics, c'est fait, donc c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. D'accord. Une autre question pratique pour l'utilisateur, quels sont les frais associés à ces opérations? On prend des petites commissions sur les échanges, Bitcoin euro et euro Bitcoin dans les deux sens. C'est de l'ordre de 1,5%, 0,5% pour chaque partie de la transaction. D'accord. Autre question pratique, il y a une forte demande de certains utilisateurs de payer en carte de crédit. Ouais. Et chez Premium, comme dans beaucoup d'exchanges, ce n'est pas encore possible. Est-ce que tu peux nous parler de cet état de fait? Alors c'est possible, on souhaite le faire évidemment. Nous chez Premium, d'ailleurs, on travaille sur la mise en place de ce service maintenant depuis quelques mois. Donc je ne peux pas annoncer que ça va être fait, mais enfin, on est assez proche maintenant de cette possibilité. La difficulté, c'est de trouver un acquéreur, ce qu'on appelle un acquéreur, c'est-à-dire un établissement qui va vous permettre de recevoir des paiements par carte bancaire. Ça, c'est un métier, de processeur, et en l'occurrence même d'acquéreur, c'est-à-dire la personne l'entité qui fait l'acquisition de la transaction carte bancaire et qui ensuite vous donne accès aux euros en fait, qui sont payés par le client. Donc ce partenaire n'est pas si facile que ça à trouver quand vous faites du commerce de Bitcoin. Parce qu'il y a des résistances, il y a cette problématique de fraude qui peut être un peu plus aiguë que sur les virements. Il y a plus de fraude possible, on va dire, sur les cartes bancaires que sur les virements. Ne serait-ce parce qu'il n'y a pas un compte bancaire, vous n'avez pas les informations du compte bancaire du client. Et que la carte bancaire peut malheureusement être volée parfois. Ça peut être une fausse carte. Donc il faut mettre en place des systèmes anti-fraude. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Mais on est, nous, chez Premium, très proche de mettre en place cette fonctionnalité. Mais ça vous explique pourquoi tout le monde ne le fait pas. Parce que tout le monde voudrait bien, mais tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Nous, chez Premium, si on a trouvé un partenaire pour le faire, c'est parce qu'on existe maintenant depuis 2011, qu'on a, un parcours sans tâche en matière de gestion des fonds des clients. Donc on a eu cette possibilité. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est assez coûteux, c'est plus coûteux que le virement.
pour les raisons que je viens de dire, parce que c'est la problématique de fraude notamment. C'est-à-dire qu'il y aura, au lieu d'être sur 0,5% de frais de transaction sur le virement et l'échange sur notre plateforme, avec un achat carte bancaire, on sera sur quelques pourcents, on va être plutôt sur 3, 4, 5, jusqu'à 10% pour certains sites qui offrent cette possibilité. D'accord. Effectivement, donc à suivre, mais effectivement, c'est pas faute de mauvaise volonté. Voilà, et si vous voulez vraiment avoir le meilleur prix pour acheter des bitcoins, pour faire de l'échange, il faut faire un échange sur une place de marché par virement bancaire. C'est là où vous aurez de toute façon le meilleur prix quand vous êtes investisseur ou vous voulez échanger des bitcoins. L'avantage de la carte, c'est uniquement l'aspect rapidité. Parce qu'effectivement, c'est plus rapide de faire un paiement carte bancaire que de faire un virement. Le virement va mettre 24, 48 heures pour arriver. S'il y a un week-end au milieu, c'est pire. Donc la carte, c'est vrai, permet d'aller plus vite, mais elle est plus chère. Très bien. À présent, j'aimerais qu'on aborde le fonctionnement du cœur de l'exchange, qui est le mécanisme de fixation du cours du Bitcoin. Donc tu nous as parlé d'ordre d'achat et d'ordre de vente. Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les mécanismes qui font que les ordres de vente et d'achat se matchent? D'accord. Alors déjà, quand on parle de fixation du cours, c'est un peu la traduction de fixing en anglais. Le fixing, c'est quand on vend ses bitcoins à un acheteur. Donc ça, c'est autre chose. C'est le bureau de change, par exemple, qui est au coin de la rue. Lui, il fait un fixing, effectivement. Il fixe un taux de change peut-être pour la journée, peut-être qu'il va le mettre à jour à midi, plusieurs fois dans la journée. En gros, c'est les taux de change que vous avez affichés dans les bureaux de change dans la rue. Vous disent le dollar, voilà, je vous le vends à tel prix ou je vous l'achète à tel prix aujourd'hui. Donc ça, c'est le fixing. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on met en relation des acheteurs et des vendeurs. Donc le cours qui s'affiche sur notre plateforme, c'est juste le cours des derniers échanges, en fait. À quel prix se sont effectués les derniers échanges. Donc c'est pas du tout un fixing. On ne fixe pas, nous, Paymium, ce prix-là. C'est les acheteurs et les vendeurs, par leur interaction, qui font que tel cours va s'afficher comme celui des ordres exécutés. Donc typiquement, par exemple, si vous avez des acheteurs qui vendent à prendre des chiffres, fixer les idées, des acheteurs qui veulent acheter à 400 et que les vendeurs veulent vendre à 500, vous verrez peu d'activité. Il n'y aura pas d'activité à ce moment-là. Le cours va se mettre à jour que quand des ordres vont se rencontrer. D'ailleurs, qu'un acheteur va rencontrer l'offre d'un acheteur va rencontrer la demande, quoi. Donc ça, c'est un mécanisme qui se fait tout seul. La Paymium n'intervient pas là-dedans. C'est le mécanisme d'une bourse, en fait. Une bourse, quelle qu'elle soit, que ce soit le Nasdaq, la bourse de Paris pour les actions, c'est le même principe. Sur les actions, personne fixe le cours des actions, évidemment. C'est juste la rencontre de l'offre et de la demande. En fait. Très bien, merci pour ces éclairages. On l'aura bien compris. Donc il y a un mariage entre l'offre et la demande qui est local à chaque marché. Oui. Et du coup, mon autre question, c'est si un cours de Bitcoin se fait localement sur chaque exchange, le cours du Bitcoin sera différent d'une plateforme à l'autre. C'est ça. Quel genre de problème ça peut poser si ça te pose toutefois un problème? Alors voilà, il peut y avoir des écarts d'une place de marché à l'autre qui sont des écarts liés à notamment la réglementation. Par exemple, s'il y a des difficultés pour faire parvenir les euros ou les dollars sur une place de marché ou pour les retirer, ça va affecter le cours qu'on observe sur cette place de marché. Donc il peut y avoir des écarts d'une place de marché à l'autre et on l'observe, il y a quelques euros d'écart à chaque fois. Donc il y a des gens, alors on peut dire que c'est un problème, en fait c'est plus une opportunité d'arbitrage pour les gens de la finance, ils voient ça plutôt comme une opportunité d'arbitrage. Donc il y a des gens qui s'amusent justement à profiter de ces écarts et à faire ce qu'on appelle des traders, qui font de l'arbitrage. Donc ils vont acheter sur une place de marché pour vendre sur l'autre, pour profiter de ces écarts. Et le résultat de leur action, c'est que ces écarts ne sont pas très importants. En fait, à la fin, on a des cours qui sont quand même relativement homogènes d'une place de marché à l'autre. Ponctuellement, dans la journée, l'écart peut être plus grand, mais en moyenne et dans la durée, on n'observe pas d'écart considérable. Donc ça permet d'avoir un cours du Bitcoin qui est à peu près lisible, je dirais, pour les acteurs de l'écosystème. Alors Pierre, on a abordé la question du cours du Bitcoin dans une place de marché, mais du coup, quelle est la valeur intrinsèque de ce Bitcoin et est-ce qu'elle se rapproche éventuellement de ce cours?
Alors, effectivement, la valeur de Bitcoin, c'est déterminé par l'offre et la demande. Il n'y a pas une banque centrale ou une place de marché d'ailleurs qui fixe le cours du Bitcoin. L'offre et la demande se rencontrent sur les exchanges. Donc c'est là où on a une mesure en fait de ce prix finalement qui est fluctuant. Et c'est un peu le cas pour prendre un élément de comparaison sur une bourse d'actions. C'est pareil, hein, l'action Google ou l'action Facebook va fluctuer en fonction de l'offre et la demande. Donc pour le Bitcoin, c'est exactement pareil. Il n'y a personne qui fixe le cours. Nous-mêmes, chez Paymium, on ne le fixe pas. C'est les acheteurs et les vendeurs qui font qu'on affiche un certain cours à un instant donné sur la plateforme. Quant à la valeur intrinsèque qui serait associée à ce prix, là c'est très discutable la notion de valeur intrinsèque, puisque en fait on peut montrer que la valeur des choses d'une manière générale est liée au contexte. Donc bon, souvent l'exemple du verre d'eau, suivant qu'il est dans le désert ou suivant qu'il est ici à Paris, il n'aura pas la même valeur. La maison, suivant qu'elle est à tel endroit ou à tel autre, alors c'est la même maison, n'aura pas la même valeur. Donc la valeur des choses est liée au contexte. Elle n'est pas liée intrinsèquement à la maison ou intrinsèquement au verre d'eau ou intrinsèquement au Bitcoin. Donc le contexte pour le Bitcoin, c'est l'offre et la demande stricto sensu par rapport à l'euro, hein, par rapport aux autres monnaies en fait. Donc effectivement, on observe des mouvements, soit des mouvements spéculatifs. Il y a beaucoup de spéculation sur les monnaies traditionnelles, euros et dollars, etc. Et évidemment, une partie de ces spéculations se reporte aussi sur Bitcoin, qui est vu à la fois comme une monnaie et comme une valeur technologique, en fait, puisqu'il est aussi représentatif de la valeur du réseau Bitcoin, de l'usage. Parce qu'en fait, quand on a un Bitcoin, on a un droit d'usage du réseau aussi. On a le droit de transacter à hauteur de 1 Bitcoin, ou une fraction de Bitcoin sur ce qu'on a sur le réseau Bitcoin. Il faut des Bitcoins pour transacter sur ce réseau. Donc c'est lié aussi, c'est un droit d'usage. Hein. Donc c'est un peu ça qui s'échange aussi. Donc il n'y a pas de valeur intrinsèque, mais il y a une valeur liée à l'offre et la demande. À présent, j'aimerais qu'on parle de sécurité des exchanges. Alors on le voit dans l'actualité, même dans l'actualité récente, les exchanges sont la cible de nombreux hackers, de vols, même parfois de faillites. Est-ce que tu penses que ça révèle un manque de maturité de ce marché ? Alors non, pas du tout. Je pense que c'est lié à la nature même de Bitcoin, en fait, qui est du cash. C'est du cash électronique. À partir du moment où c'est du cash électronique, si on met et c'est contrôlé donc par des clés, hein, des clés qui sont des secrets en fait. Ce sont des secrets qui sont sur des serveurs pour les exchanges dont tu parles qui ont été hackés. Donc évidemment, quand on met des secrets sur un serveur, tôt ou tard, des hackers viennent prendre ces secrets et à ce moment-là, ils partent avec les bitcoins qui correspondent, ou les monnaies, la cybermonnaie, disons, qui correspond à ces clés privées, et ils partent et il n'y a plus moyen de les retrouver. C'est pas comme un virement. Si c'est un virement bancaire, si c'est par exemple le serveur d'une banque, c'est pas du tout pareil, parce qu'à ce moment-là, un virement bancaire peut être inversé. Les banques peuvent se coordonner pour inverser les virements bancaires. Dans le cas de Bitcoin, il n'y a pas de banque pour inverser la transaction. Donc on peut rien faire. On a perdu les Bitcoins de manière définitive. Donc ça, c'est vraiment inhérent, c'est la nature même du système. Donc ce ne sera pas résolu par des mesures traditionnelles. Nous, on applique des mesures radicales dans ce domaine, puisqu'on ne met aucun secret sur les serveurs. Alors ne mettre aucun secret sur les serveurs, ça veut dire qu'ils sont sur du papier. Ils ne sont pas sur les serveurs, les secrets on les met sur du papier, on les met dans des coffres bancaires. Et en plus on a des techniques pour éviter évidemment que si un coffre se fait ouvrir, on ne récupère pas le secret. Il faut ouvrir plusieurs coffres. Il y a des techniques cryptographiques qui permettent de séparer un secret en fait en plusieurs parts. Et à ce moment-là, il faut reconstituer le secret à partir de plusieurs parts cryptographiques, sans rentrer dans le détail. Donc du coup on a un niveau de sécurité qui est en fait supérieur à celui du cash des billets de banque. Hein, puisque le billet de banque, il est qu'à un seul endroit. Si on ouvre un coffre avec des billets de banque, on récupère les billets de banque. Dans le cas de Bitcoin, c'est plus compliqué. On arrive à avoir une meilleure sécurité. Mais par contre, l'inconvénient de cette pratique, c'est qu'on n'a plus de retrait instantané, puisqu'il n'y a pas de secret sur le serveur. Ça veut dire qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton et recevoir des Bitcoins, comme sur la plupart des exchanges. En fait, si vous voyez un exchange qui vous propose cette fonctionnalité, vous pouvez être sûr qu'il va avoir des problèmes de sécurité. Puisqu'évidemment, le hacker, il fait la même chose. Il appuie sur le bouton et il récupère des Bitcoins. Sauf qu'il appuie sur le bouton sans avoir l'argent sur le compte, puisque c'est un hacker. Donc, mais le principe de sortir de manière directe, parce qu'il y a des bitcoins sur un serveur, c'est une pratique générale qui a conduit à peu près tous les exchanges de la place à être hackés.
Nous, on a été hacké en 2013 parce qu'on faisait ça. Heureusement, c'était un hack limité. Kraken a été hacké également, à ma connaissance aussi, sur ce principe, il n'y a pas si longtemps. Bitstamp aussi, enfin, ils y sont tous passés. Nous, ce qu'on a fait chez Paymium, c'est qu'on a pris une mesure radicale pour ne pas avoir de soucis. On a dit on ne met plus de secret sur les serveurs, hormis un tout petit montant qui sert à faire les paiements, les petits paiements immédiats. Mais globalement, il n'y a quasiment rien quoi, sur ce wallet en ligne. Tout le reste est offline. Très bien. Merci d'avoir partagé avec nous quelques éléments sur les principes de votre sécurité. Et du coup, moi j'ai une autre question, c'est qu'on voit apparaître une autre catégorie d'exchanges qui sont des exchanges décentralisés. Qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est l'avenir de l'exchange? Alors c'est très intéressant, l'idée de décentraliser l'application Exchange est très intéressante évidemment et on suit ça de très près depuis le début, hein, c'est pas une idée nouvelle évidemment. Le problème c'est que ça se heurte à des problématiques réglementaires, il y a deux problèmes en fait. Le premier problème c'est une problématique réglementaire qui est que si une entité, mettons Paymium ou autre, reçoit de l'argent pour des clients, enfin des gens qui ne sont pas normalement ses amis, eh bien on est tout de suite dans le domaine des établissements de paiement, enfin réglementé, donc il faut avoir une licence d'établissement de paiement ou comme nous être agréé par un établissement de paiement, comme agent d'un établissement de paiement. Donc si vous êtes en mode décentralisé, ça veut dire que chacun reçoit de l'argent directement des autres. Et à ce moment-là, c'est un autre problème qui apparaît, qui est celui de la fraude. Par exemple, les virements. Le problème du virement bancaire, c'est que les gens peuvent rappeler un virement. Ils peuvent appeler leur banquier en disant « Ben non, en fait, je me suis trompé. Celui à qui j'ai envoyé l'argent, en fait, c'est un bandit. Et du coup, il faut me renvoyer l'argent du virement. » Donc, il y a des situations, il y a plein de situations, dès qu'il y a un virement bancaire, qui vont être des situations litigieuses. Donc, il faut à ce moment-là un tiers. Donc on retombe sur la problématique, effectivement, quand on décentralise, de gens de confiance qui ont une réputation. Il faut gérer une réputation avec des gens qui vont acter, qui vont agir comme des tiers de confiance. Mais du coup, ces gens qui ont une réputation pourraient être à un moment rattrapés par le régulateur qui va leur dire « mais vous agissez en fait comme un établissement de paiement ». Donc on est vraiment dans quelque chose d'un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que ça reste expérimental. Moi, j'aimerais bien que ça existe parce que justement, on expérimenterait. De toute façon, Bitcoin, c'est une expérience. Hein. Je le rappelle souvent, on est dans le domaine complètement expérimental, même si ça fait maintenant 7 ans et demi que le réseau Bitcoin tourne sans aucun problème, avec 99,99% de disponibilité d'ailleurs, je le signale au passage. Ça fait 7 ans et demi, donc c'est une expérience qui marche. Mais autour de ce réseau, il y a plein encore de domaines à explorer, notamment effectivement l'exchange décentralisé. Mais je pense que l'exchange décentralisé, c'est très compliqué. C'est le type d'application qui est très compliqué à décentraliser parce qu'on a à la fois la problématique de fraude et la problématique réglementaire. C'est pour ça que OpenBazaar, par exemple, est une application plus simple à décentraliser parce qu'on fait du e-commerce. Et les problématiques sont quand même, au moins on a moins de problèmes de régulation, a priori, et aussi peut-être moins de problèmes de fraude avec les mécanismes là aussi des tiers de confiance, mais qui du coup sont moins la cible du régulateur. Donc avant de décentraliser l'exchange, il faudrait que le e-commerce déjà fonctionne. Si le e-commerce fonctionne déjà en mode décentralisé, alors on peut imaginer que les exchanges pourront être décentralisés. Penser que les exchanges vont être décentralisés avant l'e-commerce, ça je pense que non, c'est beaucoup plus compliqué, décentraliser l'exchange. Très bien, merci pour ces éclairages. Alors pour terminer, j'aimerais aborder juste une question juridique. Quelles sont les régulations applicables aux exchanges en France? Alors comme je disais, c'est lié à l'usage de comptes en euros, puisque quand on est un exchange, on est obligé de mettre en face un acheteur et un vendeur, donc l'un qui a des euros, l'autre qui a des bitcoins. Si on ne veut pas qu'il y ait de risque de contrepartie, comme on dit, c'est-à-dire que celui qui achète les bitcoins a déposé les euros, parce qu'évidemment, on ne peut pas lui livrer les bitcoins tant qu'il n'a pas déposé les euros, et puis on ne veut pas qu'il classe un ordre d'achat non plus tant qu'il n'a pas déposé les euros, parce que sinon il pourrait biaiser le marché, puisqu'il n'a pas vraiment mis l'argent, il pourrait mettre des ordres délirants qui ne l'engagent pas. Donc le principe, c'est quand on met un ordre, on place un ordre sur une place de marché, un exchange, donc on a déposé les euros. Du coup, on reçoit ce qu'on appelle des euros pour compte de tiers. Et à ce moment-là, on tombe sous le coup de la régulation sur les établissements de paiement. C'est la régulation des DSP, hein, la fameuse directive européenne sur les services de paiement.
Et du coup, on doit être soit établissement de paiement, soit à minima, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique ou banque. C'est plus simple d'être établissement de paiement. Puis on peut même être agent agréé par un établissement de paiement. C'était notre cas, ça a été notre cas dans le passé, et on est aujourd'hui encore dans une relation avec un établissement de... Alors maintenant on est passé à un établissement de monnaie électronique, mais c'est pas fondamentalement différent dans la régulation européenne. Voilà, donc c'est un peu contraignant, mais ça s'impose à tout le monde, sauf peut-être à ceux qui sont installés à Hong Kong ou à Singapour. Mais là, il y a d'autres problèmes qui se posent. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Pierre, pour tous ces éclairages, et à très bientôt. Merci, Vidal. Un autre aspect concret du Bitcoin est le fait que l'on puisse l'utiliser pour régler ses achats en ligne. Et pour cela, on a besoin d'un acteur que l'on appelle le processeur de paiement. Un processeur de paiement est un service pour les marchands en ligne qui permet d'accepter des paiements en Bitcoin tout en recevant sur son compte une monnaie locale. Pour le marchand, le Bitcoin n'est en fait qu'une modalité de paiement supplémentaire, tout comme pourrait l'être le chèque. Cependant, il présente de nombreux avantages. D'abord, une conversion immédiate en euros, des fraudes extrêmement difficiles, voire impossibles, une commission plus faible, en tous les cas inférieure aux commissions de paiement d'une carte bancaire, et enfin, une communication positive envers la communauté Bitcoin grandissante. Pour nous éclairer sur le fonctionnement d'un processeur de paiement Bitcoin, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pierre Noisat de la société Paymium, qui offre également un service de processeur de paiement pour les e-commerçants. Bonjour Pierre. Bonjour Vidal. Est-ce que tu peux nous décrire votre offre de processeur de paiement à destination des e-commerçants? Alors c'est très simple, en fait ils ouvrent un compte chez nous et n'importe quel client chez nous peut proposer à des tiers, donc en l'occurrence à ses clients, de payer en Bitcoin. On va à ce moment-là soit intégrer un bouton de paiement sur un site, si c'est un particulier qui a un blog par exemple, il peut mettre un bouton de paiement sur son site, et quand on clique sur le bouton de paiement, il y a une adresse Bitcoin qui s'affiche qui est liée à son compte Paymium. Donc ça c'est un moyen très simple d'intégrer avec quelques lignes de code HTML sur un blog, c'est très facile. Puis si c'est un gros commerçant, comme certains de nos clients, il va intégrer avec son système, son site, à travers ce qu'on appelle l'API de e-commerce. Donc à ce moment-là, il va se brancher sur le système Paymium, et les paiements, donc quand un client va arriver sur son site, par exemple showroomprivé.com, qui est un très gros e-commerçant européen, qui est présent dans 8 pays européens. Vous allez chez showroomprivé.com, vous cliquez sur l'option payer en Bitcoin. Vous avez l'option évidemment avec les moyens traditionnels, mais vous avez l'option payer en Bitcoin. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître une adresse Bitcoin sous forme d'un QR code que vous pouvez à ce moment-là scanner avec votre téléphone, dites OK et c'est payé. Donc c'est beaucoup plus rapide évidemment qu'un paiement carte bancaire. On scanne, on dit OK et c'est payé. Donc ça c'est le service de base, je dirais, de Paymium. Alors la valeur ajoutée de ça, parce que bon ça paraît assez basique, la valeur ajoutée de Paymium là-dedans, c'est de permettre la conversion automatique éventuellement en euros. Donc le commerçant qui en général paye ses fournisseurs en euros, pour sa comptabilité, enfin pour plein de raisons, il peut préférer vendre les bitcoins en fait à la volée et immédiatement pour recevoir des euros. Donc ça c'est une option qu'on offre aux commerçants aussi. Alors si c'est un commerçant plus, je dirais, intéressé par Bitcoin et qui croit et qui donc investit quasiment dans Bitcoin, à ce moment-là il peut choisir aussi bien sûr de garder des Bitcoins. D'accord. Et d'un point de vue pratique, quand on paye en Bitcoin, le commerçant va dans la plupart des cas recevoir des euros. Comment est libellée la facture en euros ou en Bitcoin? Alors la facture, normalement, si le prix est affiché en euros, la facture sera en euros. C'est un moyen de paiement. À ce moment-là, on utilise le réseau Bitcoin comme un réseau, je dirais, comme un autre réseau de paiement. Une modalité de paiement. Voilà, c'est une modalité de paiement. Donc la seule chose, c'est que le commerçant paye des commissions. En fait, il paye 0 commission quand il passe par nous. La petite commission qui peut exister, en fait, elle est payée par le client. Alors ça, c'est comparable à la situation quand vous allez dans un magasin, vous payez en cash. En fait, vous payez, la commission, c'est vous qui la payez et le commerçant reçoit du cash. Donc il n'y a pas de commission sur le cash. Par contre, le client qui paye en cash, il a passé du temps à aller chercher l'argent à l'ATM. Donc c'est son temps à lui en fait qui a servi de frais de transaction. Ils sont côté client.
Et c'est la même chose pour Bitcoin. Dans le cas d'un paiement en Bitcoin, on est dans la logique d'un paiement en cash, comme en magasin, quoi. Et une autre question, pour les commerçants, quel est l'intérêt à accepter le Bitcoin? Est-ce qu'il y a certains avantages, comme sur le temps de paiement, les annulations? Alors oui, alors oui, absolument. Il y a l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fraude. Il ne peut pas y avoir de fraude, puisque par définition, quand on paye en Bitcoin, on ne peut pas envoyer des faux Bitcoins. C'est des Bitcoins qui sont dans la blockchain, donc on n'a pas de logique de problématique de fraude comme on a avec la carte bancaire, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Il y a 0 commission. Là aussi, c'est un peu la logique comme il n'y a pas de fraude, du coup, on peut avoir une transaction sans commission. En tout cas, c'est ce que Paymium propose. Donc c'est intéressant déjà sur ces 2 points-là. Et puis le troisième point, c'est effectivement la rapidité, puisque c'est du cash, donc c'est tout de suite le jour même, c'est sur le compte, l'argent est sur le compte du commerçant. Donc c'est pas le cas forcément avec tous les autres moyens de paiement. Donc il y a au moins ces 3 raisons, hein, pas de fraude, la rapidité et puis pas de commission. Je dirais que s'il y avait une 4e raison, ce serait le côté militant, hein, dire aux autres moyens de paiement, regardez, j'accepte les bitcoins et puis vous me demandez tel et tel frais ou telle et telle contrainte. Donc c'est aussi une manière pour le commerçant de reprendre un peu la main dans le rapport de force, je dirais, qui contraint les commerçants à proposer des moyens de paiement sans beaucoup de levier de négociation, on va dire. Très bien. Et pour terminer sur les processeurs de paiement, est-ce que tu peux nous parler des régulations qui encadrent ce métier? Alors, c'est un peu les mêmes choses que pour les établissements de paiement. Enfin, c'est toujours pareil, c'est la directive sur les services de paiement. Donc, à partir du moment où on reçoit des euros pour compte de tiers, c'est le cas d'un processeur de paiement, puisqu'il est une sorte d'intermédiaire entre le client et le commerçant. Il faut donc avoir une licence, comme je disais, d'établissement de paiement ou bien être agent d'un établissement de paiement à minima. Donc c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur les exchanges en fait. Donc c'est pour ça que pour nous c'est assez naturel de proposer un service de paiement, puisque quand on est exchange, en fait on a fait le plus dur, on a la relation bancaire qui permet d'offrir le service. D'accord, très bien. Merci beaucoup Pierre. Merci. À présent, je souhaite détailler un autre aspect du Bitcoin très pratique, celui qui concerne les frais de transaction. Les frais de transaction ne sont pas renseignés explicitement dans une transaction. Il s'agit du montant d'unités de compte Bitcoin affecté à aucune des transactions output. Dans mon illustration, la transaction TX0 déverrouille un UTXO ayant pour montant 1 Bitcoin pour régler un achat d'un montant par exemple de 0,1 Bitcoin, environ 55 €. Le reste est réaffecté à une adresse qui appartient à l'utilisateur, mais dont le montant, qui au lieu d'être d'une valeur de 0,9 Bitcoin, est de, dans mon exemple, 0,899. Ainsi, dans cette transaction, il y a un crédit de 0,001 Bitcoin qui n'a pas d'affectation et qui est en fait un frais de transaction destiné aux mineurs. La pratique dans l'univers du Bitcoin est que les frais de transaction sont supportés par le payeur. Ainsi, si je reprends mon illustration, le destinataire de la transaction, qui attendait bien 0,1 Bitcoin, a reçu ce montant exact comme spécifié. Les frais de transaction sont bien à la charge de l'émetteur de la transaction. Ces frais ne sont pas obligatoires dans le protocole. Toutefois, les utilisateurs sont encouragés à payer ces petits frais sur une base volontaire pour une confirmation plus rapide et pour rémunérer les mineurs. Cela sert également de protection contre les utilisateurs émettant des transactions dans l'unique but de surcharger le réseau. Le fonctionnement précis des frais de transaction est encore en développement et changera probablement au fil du temps. En pratique, aujourd'hui, ce sont les portefeuilles ou wallets qui calculent ces frais de transaction optimales en fonction du degré d'encombrement du réseau au moment du transfert. Les tarifs pratiqués sont qu'en général, il n'y a pas de frais de transaction si le montant à dépenser est inférieur à 0,01 Bitcoin. Et au-delà, il y a un tarif appliqué par rapport à la taille en octets de la transaction, au tarif de 0,00001 Bitcoin par kilo-octet. Les mineurs
inclut les transactions dans le nouveau bloc en fonction d'un ordre de priorité qui dépend des frais de transaction. Plus un utilisateur paye de frais de transaction, plus sa transaction sera traitée rapidement. En cas de frais identiques, la priorité est donnée aux transactions les plus anciennes. Les transactions qui ne proposent pas de frais pour les mineurs sont traitées après toutes les autres. Au bout d'un certain temps, en général 48 heures, si elles ne sont pas traitées, la transaction est abandonnée. Elle ne passera jamais. Une autre thématique concrète du Bitcoin concerne l'anonymat, et comme nous le verrons, le Bitcoin n'offre pas un anonymat total, on parle souvent de pseudo-anonymité. Dans l'univers Bitcoin, il n'y a pas d'anonymat au sens strict du terme, car la clé privée n'est pas une identité. On parle de pseudo-identité et de pseudo-anonymat. Malgré le fait que l'on puisse générer autant de pseudo-identités que l'on souhaite, le chaînage des transactions Bitcoin permet de regrouper toutes les pseudo-identités différentes en une seule. Également, il est aisé de faire le lien entre une pseudo-identité et le monde réel. Tout simplement car lors d'échanges avec le monde réel, il y a nécessité de partager un email, une identité, voire une adresse de livraison. Par exemple, lorsque vous créez un compte dans un portefeuille en ligne, vous devez partager un email et un numéro de téléphone. Lorsque vous réglez un e-commerce en Bitcoin, vous donnez votre nom et votre adresse de livraison. Ainsi, on pourra faire le lien entre une adresse Bitcoin pseudo-anonyme et une personne. A noter que cette notion de pseudo-anonymat est déjà familière aux utilisateurs de forums. Bien qu'on interagisse souvent dans un forum avec un pseudo et qu'on puisse créer autant de pseudos que souhaité, en pratique, les gens limitent le nombre de comptes et beaucoup d'utilisateurs restent connus à travers leur pseudo. C'est ce qui se passe dans l'univers du Bitcoin et c'est ce qui fait qu'on parle de pseudo-anonymat. Cependant, il y a quelques techniques qui ont vocation à rendre difficile l'analyse du chaînage de transactions dans le but d'augmenter la vie privée et le degré d'anonymat des utilisateurs Bitcoin. Le principe le plus répandu est celui dit de transaction coin-join. Il s'agit d'un protocole qui crée une transaction unique qui regroupe toutes les transactions de plusieurs utilisateurs en une seule et en mixant les différents crédits dépensés. Ainsi, il devient difficile, voire impossible, d'avoir la correspondance entre les donneurs d'ordre et leurs receveurs respectifs. On peut cette fois-ci parler d'anonymat, mais au niveau d'une transaction. De nombreux services de mixing sont disponibles en ligne et il existe même certains sous forme décentralisée. Désormais, nous connaissons beaucoup de choses concrètes sur le Bitcoin en tant que monnaie. Dans la vidéo suivante, nous allons nous intéresser à un aspect un peu méconnu du Bitcoin, qui est celui de la gouvernance de ce réseau, à savoir comment est-il géré et comment décide-t-on des évolutions à venir, ce qui nous permettra également d'aborder les aspects juridiques et la relation entre les États et le réseau Bitcoin.